Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse aux expatriés dans un monde, alors on peut le dire, instable. On va en parler avec Alix Carnot, directrice associée Expat Communication, avec une étude qui est passionnante sur la manière dont ces expatriés se sentent bien, ou pas d'ailleurs, dans le pays où ils vont travailler. Le grand entretien aujourd'hui, c'est le cercle RH avec Guillaume Richard, qui est le PDG de WeCare, qui est une belle entreprise française et qui accélère sur la franchise. Oui, c'est un enjeu important aussi de diversification du groupe WeCare. On va en parler avec son patron et son fondateur dans le cercle RH. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, les TPE. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui sont impactées par ce budget face à un monde incertain avec des risques de défaillance. On en parlera avec Marc Sanchez. Il est président du SDI. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job, direction les expatriés. Bien dans son job, pour en parler alors avec une spécialiste, Alix Carnot, ravie de vous accueillir, chère Alix, directrice associée chez Expat Communication. Combien d'expatriés vous accompagnez chaque année avant de nous pencher sur votre étude ? Selon notre bilan de formation, on va être autour de 500 cette année. 500 expatriés, on va en parler des femmes, des hommes, mais accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants. Ça, c'est intéressant. Une étude que vous avez développée et présentée en décembre dernier, il y a quelques semaines, plus de 16 000 réponses, avec des chiffres qui sont intéressants. Un expatrié sur deux, par exemple, est retourné dans son pays d'origine pour se faire soigner. En préparant l'émission, je me suis dit, c'est parce que notre modèle social est formidable et que la Sécu est plus sympa. Et vous dites, c'est vrai sans être tout à fait ça non plus. Ouais, alors déjà, quand on parle d'expatriation, ça dépend évidemment des pays. Il y a des pays où, oui, vous avez complètement raison, Arnaud, on rentre pour se faire soigner parce que c'est moins bien là où on est. Mais il y a aussi pas mal de pays où c'est très bien, l'offre de soins est tout à fait correcte, simplement, on a nos habitudes. Et ça, c'est la question de l'expat aussi. C'est-à-dire que le pays où on habite, on y est content, on en tire plein d'avantages. Mais au moment de se faire soigner, quand on souffre dans son corps, on a envie peut-être de trouver des gens qui parlent votre langue, ou qui ont vos habitudes, ou qui ont les mêmes systèmes de soins. Je prends un exemple tout bête. Les calendriers vaccinaux ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Quand vous montrez un carnet de santé à un pédiatre anglais, d'ailleurs, la notion de pédiatre en Angleterre, c'est pas la même, déjà. Il comprend rien à ce que vous avez fait. Ça sert aussi à ça, vos coachs, dans votre entreprise, c'est aussi de déminer, d'expliquer des choses qui nous semblent évidentes, mais qui sont absolument pas évidentes dans des pays très proches. Vous parliez du Royaume-Uni. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont alors la manière dont on gagne ou pas plus sa vie. Ça, c'est une question typique d'expat. La question à la réponse, est-ce que c'est un booster d'épargne ? Il y a 53% qui partagent cet avis. Ça veut dire qu'il y en a quand même 47%. Alors qu'avant, c'était l'Eldorado qui disent pas forcément. Ça dépend beaucoup de votre statut. Si vous partez en tant qu'expatrié d'entreprise, qui est maintenant une large minorité. Ça s'est réduit. Ça s'est réduit sur un petit scope de gens qui, en plus, sont moins bien lotis quand même que dans les golden années, dans les années 80-2000. Donc aujourd'hui, c'est moins avantageux. Ça reste quand même, pour ceux qui sont envoyés par leur entreprise, très confortable. Et puis même ceux qui partent de leur propre initiative, dans la grande majorité des cas, le bilan est gagnant. Pas autant qu'avant, ça demande plus de difficultés, donc ça reste mais positif comme expérience. Très largement positif. Alors, dans votre étude, vous n'êtes pas contenté de vous intéresser aux enjeux corporate, travail, finance, vous êtes intéressé aussi aux relations amoureuses. Parce que quand on part, on embarque l'épouse, le mari et les enfants. Un mot sur les enfants, parce qu'on voit quand même que ils sont pas. Il y a aussi du harcèlement, que c'est pas toujours aussi simple, mais qu'on choisit l'école française la plupart du temps. Quand on est français, on va dès que possible à l'école française. Plutôt. Minorité dans l'école locale. Là encore, ça dépend énormément des pays. Bien sûr. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez beaucoup de chance d'aller à l'école locale. Si vous êtes en Afrique, probablement vous irez à l'école internationale, c'est-à-dire souvent localement française en plus. Et souvent, on en est très content. C'est-à-dire que les parents qui même dans le système français, quand on est en France, il est de bon ton de râler sur l'école française. Quand on est à l'étranger, on la trouve bien. Alors, on parlait de l'amour.
je ne sais pas si vous l'avez ausculté, il y a plus de divorces quand on part en expat. J'ai plutôt le sentiment que ça resserre les liens et que ça resserre l'équipe. Le couple devient intime. C'est un peu comme tout en expatriation, ce qui est fragile casse et le reste se renforce. Donc ce qui était fragile en partant ne va pas se renforcer. Vous savez, c'est comme l'enfant après un presque divorce. On se dit, allez, ça va mieux, on va faire un enfant. C'est une très mauvaise idée. Après une grosse dispute, il ne faut pas partir en expat. Mais si c'est un couple standard, ça va secouer. Hein. Le grand truc en expat, c'est pas parce que c'est bien que c'est facile. L'expat, c'est pas facile, mais c'est très très bien. Et ben pour le couple, c'est pareil. Donc on en sort renforcé quand on traverse cette aventure, parce qu'on peut parler d'une aventure humaine. Exactement. En fait, ça secoue. Et un couple secoué, c'est un couple qui se remet en question et donc qui est plus solide in fine. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit la diversité des pays. On est d'accord, hein, ça va dépendre des continents sur lesquels on part, du niveau de richesse des pays. Il y avait un item sur la sécurité, la liberté d'expression. Et là, vous dites dans votre étude qu'elle varie selon les pays. Nouvelle-Zélande, Singapour, ils inspirent plutôt confiance parce qu'il suffit d'être allé à Singapour pour comprendre que c'est extrêmement policé et policier. L'Ukraine, la Russie ou l'Afrique du Sud suscitent des inquiétudes. Ça, c'est ce qui ressort dans votre étude. Oui, on comprend pourquoi l'Ukraine. Hein. Puis le constat assez triste de notre étude, c'est que la liberté d'expression des expatriés, mais donc en fait dans le monde, ne fait que de se dégrader avec une grande nouveauté, c'est les États-Unis, où il y a une part extrêmement importante des expatriés aux US qui nous disent « je ne me sens pas libre de dire ce que je pense sur la situation du pays ». Ça, c'est complètement nouveau. Et de la politique de Trump. On n'est certainement pas les seuls à le voir dans notre étude, mais ça fait quand même super bizarre. Merci en tout cas Alix d'être venue. On précise quand même que dans l'étude, il y a aussi la notion de fragilité des conjoints, mais qui n'est pas affective ou amoureuse. C'est aussi la difficulté parfois de trouver un emploi avant de nous quitter, parce que souvent l'autre peine ou ne retrouve pas l'emploi dont il rêvait. Alors, la question des conjoints expatriés, elle est centrale dans l'expatriation, parce que si le conjoint n'est pas bien, l'expat ne va pas durer. Or, les conjoints, vous prenez la pyramide de Maslow, ils sont secoués à tous les niveaux. Niveau financier, niveau appartenance, niveau trouver du sens, tout est remis en question. Alors, avec du temps, la plupart des étages se raccommodent, mais en tout cas au début, c'est des périodes super fragilisantes. Étude passionnante pour ceux qui veulent partir et qui s'intéressent évidemment aux enjeux de l'expatriation. L'expat 360 degrés, c'est un baromètre qui est très intéressant que vous pouvez découvrir évidemment sur le site Expat Communication. Merci à vous, chère Alix Carnot, d'être venue nous rendre visite, directrice associée d'Expat Communication. Je vous dis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. On tourne une page, c'est le Cercle RH et j'accueille mes invités. Et c'est un grand entretien aujourd'hui avec Guillaume Richard, qui est le PDG de WeCare. On va parler franchise, on va peut-être aussi parler un peu budget et politique, pourquoi pas, parce que les chefs d'entreprise sont impactés. On l'accueille, c'est notre invité et c'est le grand entretien. Le Cercle RH, un grand entretien et j'accueille Guillaume Richard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes le PDG du groupe WeCare. 20 000 collaborateurs. 20 000 en France, 3 000 à l'international. On parlera de l'international parce que WeCare c'est aussi internationalisé. On va parler avec vous de la franchise et puis j'ai envie de dire presque de la manière dont vous pensez aussi un sujet qui vous tient très à cœur, qui est l'accompagnement, le bien vieillir. Comment vous l'imaginez ce sujet? Parce qu'on nous dit démographiquement on fait moins d'enfants, il y a plus de décès, et on sait, mécaniquement le débat des retraites nous l'a prouvé, qu'on allait avoir un vieillissement de la population, on est dedans. Vous dites ce sujet-là, quoi? Il n'est pas assez traité, il n'est pas assez bien traité, c'est cette question du bien vieillir? Alors, c'est une évidence, et le bien vieillir à domicile est encore moins traité que le vieillissement, qui est totalement documenté. On sait parfaitement combien il va y avoir de personnes de plus de 80, de plus de 85 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Bien vieillir à domicile, ça c'est un sujet important. Alors, voilà. Et le deuxième point, c'est où est-ce que les gens veulent vieillir? Pendant des années, la France avait fait le choix de l'établissement des EHPAD, qui présentent un certain nombre d'avantages, mais qui aussi... On en a vu les limites. Alors, on en a vu plein de limites, mais la limite la plus importante, c'est la limite humaine. Imaginez que vous, à un moment, des gens, votre entourage, souvent, des gens qui vous aiment, vous disent « Arnaud, tu n'as plus ta place chez toi, il faut que tu ailles ailleurs, pour ton bien. » Vous imaginez le traumatisme?
Vous imaginez le traumatisme? Vous passez de votre domicile, de votre entourage, vous connaissez tous les gens autour de vous, vous connaissez vos voisins, vous connaissez les commerçants de votre quartier, vous décidez de ce que vous mangez, vous décidez de l'heure à laquelle vous vous levez, vous décidez de l'heure à laquelle vous vous couchez, vous décidez de l'heure à laquelle vous mangez, vous décidez des personnes qui viennent s'occuper de vous. Je suis libre. Absolument. Et d'un coup, du jour au lendemain, Horaire imposé, des systèmes collectifs, des plats, alors que vous pouvez choisir parmi une liste, mais néanmoins, c'est pas la même chose que quand c'est chez vous. Des personnels qui sont très souvent très bien et très bien formés, mais c'est pas vous qui les avez choisis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous passez le traumatisme, il est énorme. Et donc la dégradation ce qui plus fait rapide, que si je peux me la permettre. dégradation, par ailleurs, est bien plus rapide parce que ce traumatisme entraîne des dégradations. Et vous avez complètement raison sur ce point. Et c'est pour ça que plus de 90% des Français veulent vieillir chez eux. OK? Donc ça veut dire qu'il y a un immense métier et un immense boulevard pour ceux qui seront capables d'accompagner de façon qualitative ce souhait des Français de venir, de pouvoir continuer à vivre et à vieillir chez eux. Un sujet sur le recrutement, puis on parlera ensuite de votre diversification et des enjeux de la franchise, parce que je ne veux pas qu'on se quitte sans en parler, parce que c'est un coup d'accélérateur sur ces questions de la franchise. Mais la question du recrutement, on sait que ces métiers sont sous tension, on sait qu'il est difficile de recruter du personnel engagé, motivé pour accueillir à domicile ou aller à domicile. Comment on fait concrètement? Aujourd'hui, on sait que c'est compliqué et que c'est pénurique. Alors, c'est compliqué, c'est pénurique, alors qu'il y a une attractivité qui est énorme. Juste dans notre groupe, chaque année, c'est plus de 400 000 candidatures uniques. Donc les métiers sont hyper attractifs. Pour autant, chaque année, on recrute 6 500 personnes à peu près, et il nous en manque au moins 1 millier. Pourquoi? Toujours là, au moment où on se parle. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire ce métier, parce que c'est un métier qui a beaucoup de sens, qui a un vrai apport pour la société, pour soi-même, mais c'est un métier qui nécessite des compétences. Et souvent, les gens, ils ont juste... Je me suis occupé de ma vieille grand-mère, je me suis occupé de ma petite nièce, donc je sais m'occuper des enfants, je sais m'occuper des personnes âgées. Mais non, il y a des nécessités d'avoir des vraies compétences professionnelles. Il ne suffit pas d'être sympa pour savoir faire. Non, la bonne volonté ne suffit pas. Vous les formez. Absolument. Aimer n'est pas suffisant pour bien aider. Ça, c'est un point qui est hyper important. Ça veut dire que là, il y a encore 1000 postes à pourvoir sur ces sujets. Sur l'accompagnement du bien vieillir à domicile, c'est quoi votre idée? Parce que là, il faut former les personnes pour accompagner. C'est quand même des emplois flexibles. On n'est pas la journée entière avec la personne. On vient sur les temps du repas. Ça dépend, mais ça dépend. Ça dépend à la vraiment. carte. Tout dépend. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont besoin d'un accompagnement 24/24. Et vous avez des personnes qui ont juste besoin d'un coup de main ponctuel. C'est ça. Et donc, dans ce cas-là, vous avez une journée avec différents temps d'intervention. Mais vous avez des temps d'intervention sur la personne, mais vous avez aussi des temps d'intervention sur son environnement. Et donc, effectivement, le moment, le lever... La cuisine, le ménage, leur passage. Absolument, les courses. Qui sont dans vos métiers, d'ailleurs. Absolument. Donc, ça veut dire que vous créez aussi une transversalité. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité de fournir des CDI temps plein. Sur l'ensemble des besoins de la personne à domicile. Tout à fait. On en est où dans votre développement, avant de parler de la franchise? On est au début de quelque chose de nouveau, parce que les EHPAD, on s'en souvient, ça a été des affaires absolument dramatiques qui ont donné lieu à des enquêtes et à des livres. On a tourné la page de l'EHPAD, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté des personnes âgées. Il y a une volonté du virage domiciliaire, à la fois qui est portée par l'État et qui est portée par les personnes âgées. Donc là, on est au début d'une nouvelle dynamique sur ce sujet. On a une dynamique qui est extrêmement forte sur ce sujet, à la fois parce qu'il y a une volonté politique nouvelle, à la fois parce qu'il y a cette expression du souhait de la majorité, de l'immense majorité des personnes âgées de pouvoir rester chez elles, et parce qu'il y a une multiplication, la génération du baby-boom arrive à un âge avancé, et donc cette génération du baby-boom, il va bien falloir l'accompagner dans son bien vieillir chez elle. Parlons de la franchise, parce que là, ce qui est intéressant, on parle de la marque WeCare que j'ai citée à plusieurs reprises, mais quand on pousse... la porte, il y a 16 marques différentes. Il y a 16 non, c'est juste... voilà, quand on s'intéresse à votre groupe, on se dit, c'est WeCare, ça c'est la holding, j'allais dire, mais ensuite, il y a O2. Il y a O2, il y a APEF, il y a France Présence, il y a la Compagnie des Lavandières, il y a les Bienveillants, il y a les Petits Bilingues, etc. Il y en a... et à l'international, on a Interdomicilio, on a Bonadea. Espagne, Portugal. Pas mal d'endroits en Afrique et puis un peu au Brésil aussi.
La franchise, pour vous, ça représente quoi? Je crois qu'il y a 500 points, aujourd'hui, il y a 500 points de contact avec... Alors, il y a 750 agences, dont 500 franchises. Franchise. En Là, France. vous voulez accélérer sur la franchise? Pour vous, c'est... On veut accélérer sur la franchise. Pourquoi cette stratégie? Alors, pour plein de raisons. Mais la première des raisons, c'est que la franchise est un modèle qui est absolument remarquable et hyper intéressant. Moi, j'ai fait une école de commerce et on m'a jamais expliqué ce qu'était la franchise. On me disait, il y a deux formes de croissance. C'est pas chic, la franchise. C'est vrai Je que- sais pas, mais on disait, il y a deux formes de croissance, la croissance organique Ouais. et la croissance externe par le rachat. Et même au milieu, encore il y a aujourd'hui, j'ai deux de mes filles qui sont en école de commerce, on leur apprend pas ce qu'est la franchise. La franchise est un grand oublié. Et moi, j'ai commencé à connaître la franchise en 2013. On a commencé à franchiser O2. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un modèle qui est extraordinairement intéressant. Il est vertueux. Extraordinairement intéressant parce que vous permettez à des personnes de devenir entrepreneurs dans un cadre sécurisé dans lequel vous fournissez, vous en tant que franchiseur, une marque, un savoir-faire Un pack. et un accompagnement. Ouais. Ce qui fait que votre franchisé, à partir du moment où il respecte le modèle, a 99,9% de chances de réussir. La probabilité, Oui, c'est très sécurisé. c'est très sécurisé, c'est un mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. Parce que c'est pas... Oui, ce sont des entrepreneurs et ils décident énormément de choses. Mais néanmoins, ils ont un accompagnement et un cadre. Allégé sur pas mal de tâches. Tout à fait. Et le franchiseur fait pas mal de choses. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et ce qu'on s'est dit, parce qu'on est rentré dans ce métier de la franchise, où, au départ, on a fait comme quasiment tous les autres franchiseurs. C'est-à-dire quasiment tous les franchiseurs, on va chercher des hommes entre 35 et 50 ans. Voilà. Le truc classique. Quelqu'un qui a un peu d'expérience, c'est pour ça minimum 35 ans, qui a aussi un peu d'argent, c'est pour ça minimum aussi 35 ans, qui a pu mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir se lancer en franchise. Et puis, qui a pas trop vieux parce que en fait, il faut qu'il puisse renouveler son contrat. En moyenne, les franchisés durent 12 ans parce qu'en fait, ils renouvellent plus d'une fois leur contrat. Et puis, plutôt hommes parce que c'est généralement plutôt les hommes qui sont entrepreneurs. Donc voilà. Donc, hop, le truc. Et vous dites... Image d'Épinal. Et nous, on s'est dit, bah oui. après un peu d'années, après un peu d'années, on s'est dit, mais d'abord, les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Donc, comment est-ce qu'on peut encourager les femmes à développer? Moi, j'ai plus de 90% de femmes managers. J'ai moins de 50% de femmes franchisées. C'est le même métier. La seule différence, c'est d'un côté le statut salarié, de l'autre côté, donc c'est la notion de risque. Je prends un risque, je ne prends pas de risque. Donc ça, c'est un élément. Donc les femmes, les jeunes, ok, ils n'ont pas d'argent. 35. Absolument. Même sortie d'école, eh ben on a mis en place des formules. On lance un concept qui s'appelle Franchise Sprint. Vous n'avez pas à payer les droits d'entrée, vous les payez à la sortie. Et c'est sur un moment très court. Et puis on s'est dit, et les personnes qui ont plus de 50, plus de 55, même plus de 60 ans. Et si mon dernier job était d'être entrepreneur? Et donc, là, on s'est posé la question. Excellente idée. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a plus de 60 ans pourrait entreprendre? Et quels sont ses freins à l'entrepreneuriat? Ses freins à l'entrepreneuriat, c'est que à un moment, j'ai ma boîte, j'ai mon job, je peux me barrer comme ça, comme je veux. Je dis au revoir, président. Mais pas... J'ai ma boîte, je peux pas dire au revoir, président, c'est moi le président. Donc là, il faut que je réussisse à la vendre. Et donc là, on sécurise de la même façon le porteur de projet, le franchisé qui est senior, en lui disant, le jour où tu veux vendre, on est là pour te racheter. Et donc, on a identifié tous les éléments de frein que pouvaient avoir les éléments de risque, souvent par rapport à des femmes qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, d'un peu plus de sécurité, donc on leur apporte ça. Par rapport à des jeunes qui n'ont pas les moyens financiers, on leur dit c'est pas grave, on vous accompagne financièrement. Sur l'ensemble des marques, Guillaume, c'est sur l'ensemble des marques. Sur l'ensemble des marques qu'on a citées tout à l'heure, il y a un panel de marques. Je suis allé cliquer, je suis allé au bout de l'histoire. Alors, effectivement, on clique sur les marques. Alors moi, j'étais allé voir la Vendière, la compagnie de la Vendière. Et donc effectivement, on est très très bien accompagné sur ce site. Alors là, en l'occurrence,
on a un coût d'investissement d'apport, si j'ai bien compris. Ça, c'est le schéma classique. Mais, après en fonction des âges et mon criblage, je suis pris en main et pris en charge. Juste avant de nous quitter, c'est une question, vous êtes venu régulièrement sur mon plateau. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà du fait que vous êtes un PDG d'une entreprise qui marche très bien, qu'est-ce qui fait que vous avez autant d'appétence pour le care, pour l'autre, au-delà du fait que c'est votre cœur de métier? Parce que je suis un humain, tout simplement. Vous voyez bien que quand vous êtes avec vos collègues chefs d'entreprise, tout le monde n'a pas cette espèce d'engagement fort que vous avez. Mais en tant que... Juste, voilà, moi j'essaie de m'intéresser aux autres, en tant qu'humain, vous avez une humanité qui fait que vous dites j'ai envie d'avoir un impact positif sur mes concitoyens, d'avoir un impact positif sur mes collaborateurs, d'avoir un impact positif sur mes clients. Et pour avoir d'ailleurs cet impact positif sur mes clients, il faut que je l'ai sur mes collaborateurs. Je pensais évidemment à l'accompagnement des personnes, des femmes victimes de violences, on en a beaucoup parlé. Et là, il y a un fonds de dotation, vous investissez, il y a de l'argent qui est mis sur la table. On a un fonds de solidarité pour aider les femmes qui sont victimes de violences, pour être aussi dans l'égalité femmes-hommes au maximum dans l'univers professionnel, pour lutter contre tous les préjugés. Et le fait d'ouvrir davantage l'entrepreneuriat et la franchise aux femmes est un des moyens d'accompagner l'égalité femmes-hommes dans l'univers professionnel. Voilà, donc en fait, l'objectif, c'est quoi, là, sur les cibles? On a compris que vous étiez au-delà de la cible 35-50 et que vous alliez chercher tous ceux qui veulent entrer. C'est quoi? Il y a combien d'ouvertures possibles de franchises, là, dans les objectifs sur l'année là? Auparavant, on était sur une 50aine d'ouvertures de franchises par an. Toutes marques confondues. Là, l'objectif, c'est d'en faire 150 à 200. Vous savez, moi, j'ai en modèle une philosophe des temps modernes, Amel Bent, qui nous chantait « Viser la Lune, ça me fait pas peur ». Eh ben, voilà. Tant qu'à faire, visons la Lune et on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Je suis sûr qu'on va réussir. Et je reviendrai vous voir avec les 150. Et tiens, on va inviter Amel Bent. On finit sur Amel Bent. On n'a pas les images parce qu'on est une petite émission. On n'a pas tout de suite la Amel Bent à vous diffuser, mais en tout cas, vous l'avez très bien fait. Merci Guillaume Richard pour votre engagement. Je vous en prie. Et votre présence ici sur notre plateau. PDG du groupe WeCare avec des franchises sur toutes les marques. Allez sur le site, j'y suis allé, c'est simple comme bonjour. Merci à vous et à très bientôt. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité évidemment. Fenêtre sur l'emploi, et on accueille Marc Sanchez. Bonjour Marc. Bonjour. Président du SDI, syndicat des indépendants, avec un focus sur les TPE, parce qu'il y a un vrai sujet. C'est vrai qu'on lit la presse, on écoute les médias mainstream, on nous dit, les TPE, parfait, elles sont sanctuarisées, on n'y touche pas. Vous dites, c'est vrai, mais attention, danger quand même. Bah oui, danger, d'autant qu'on est dans une situation de danger. On a publié notre dernier baromètre. Alors malheureusement, j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises sur votre plateau pour déjà effectivement mettre en avant les difficultés des très petites entreprises d'année en année. L'année 2025, effectivement, est encore une année noire. Quand on regarde le niveau des défaillances, on est aujourd'hui à 68 000 boîtes qui ont décidé effectivement, qui sont rentrées dans le cadre d'une procédure collective, ce qui est une année record, alors qu'on devait avoir une année plateau l'année dernière, ce que prédisaient beaucoup d'économistes et les gouvernements qui se sont succédés. Et effectivement, quelques 454 000 cessations d'activité sur l'ensemble de l'année de 2025. Donc là, ce sont des gens qui mettent la clé sous la porte, qui charrettent. Le chiffre de 454 000, c'est un chiffre global. Dans ce chiffre-là, vous avez les gens qui partent à la retraite, ceux qui décident de changer d'orientation professionnelle, ceux qui sont malades, etc. etc. Mais c'est quand même 51% de plus par rapport à 2024. Et dans ces 454 000 entreprises qui arrêtent leur activité, il y en a 40% qui sont des cessations volontaires d'activité. Et c'est ce chiffre-là qui nous inquiète, parce que c'est des entrepreneurs qui ont effectivement décidé d'arrêter leur activité, alors qu'ils n'avaient pas de problème particulier, qu'ils n'avaient pas de problématique de trésorerie, mais qui en ont eu ou ras-le-bol, ou qui ont décidé effectivement de dire stop par rapport à pas mal de paramètres qu'on détaille d'ailleurs dans notre enquête. Alors, rentrons un tout petit peu sur l'activité et la rentabilité, parce que là, vous me parlez de ceux qui vont arrêter l'activité, mais ceux qui la poursuivent, 56% des dirigeants
déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires en 2025. Oui. Ça veut dire que plus de la majorité des dirigeants disent « je gagne moins ». Alors, il y a non seulement une baisse de chiffre d'affaires de 56%, effectivement, ce qui est un chiffre à peu près en corrélation avec ce qu'on avait l'année dernière, mais nous, ce qu'on a voulu regarder, c'était les baisses de marge. Parce qu'en fait, c'est la marge qui va permettre au chef d'entreprise de gagner sa vie. La marge Et là, nette. exactement. Et dans l'enquête, on le voit très bien, il y en a 62% qui nous informent en fait que leur marge donc nette, leur valeur ajoutée de l'entreprise, elle a baissé effectivement en 2025. Et donc cette perte de richesse de l'entreprise, en fait, c'est ça qui va occasionner tout un cheminement, c'est-à-dire des baisses de rémunération pour les dirigeants qui se payent en salaire ou en dividende. Ça va effectivement limiter les investissements, limiter le recrutement, etc. etc. Là, le budget 2026, donc avec ce 49.3, c'est quoi les inquiétudes? Parce que j'entends, et on l'a dit en introduction, les TPE, les ETI, visiblement dit le Premier ministre, sont protégés. Il y a quoi? Il y a des risques d'augmentation d'impôts, il y a des risques de limitation d'activité par des liens avec des entreprises qui vont elles-mêmes fermer le robinet. C'est quoi les risques? Évidemment, l'économie, c'est pas quelque chose de cloisonné. C'est-à-dire qu'il va y avoir des résurgences nécessairement. Quand vous maintenez une surtaxe sieste à 8 milliards d'euros sur les 300 plus grandes entreprises, qui représentent quand même effectivement 25% des salariés aujourd'hui, vous allez avoir une contraction. C'est-à-dire que ces entreprises, en général, elles travaillent avec des entreprises de sous-traitance qui sont souvent des PME, des ETI et des TPE. Et donc, nécessairement, ce qu'elles perdent d'un côté, elles vont essayer de le gagner de l'autre. Et à la fin, bien évidemment, qui va payer? Ce sont les TPE parce qu'elles n'ont pas les moyens de se structurer et d'anticiper ce type de hausse de fiscalité. Et c'est là tout le problème. Alors oui, effectivement, facialement, quand le Premier ministre Le Cornu nous explique que les TPE ont été préservés, oui, parce qu'il n'y a pas une fiscalité nouvelle directe qui est mise en place. On ne crée pas la taxe. Exactement. Mais par contre, sur tout le reste, si on prend par exemple le PLF avec l'augmentation notamment de la part patronale sur les ruptures conventionnelles, c'est une taxation indirecte qui va effectivement peser sur les entreprises. Vous parlez d'une situation personnelle des dirigeants dégradés qui est directement liée au fait qu'ils ont des faibles revenus. C'est quoi le revenu moyen d'un dirigeant de TPE? Alors ça, c'est l'indicateur. Cet indicateur, ça fait 2 ans qu'on le traite. Il n'a jamais cessé d'évoluer vers la négative. On est à peu près à un dirigeant sur 2, grosso modo, qui se paye un peu moins d'un SMIC, c'est-à-dire aux alentours de 1400 ou 1500 euros, ce qui est un chiffre... En activité principale, c'est oui, ça, un dirigeant. Ah non, non, oui. On n'est pas en activité complémentaire. C'est pas des micro-entrepreneurs, c'est vraiment des entreprises, on va dire, à temps plein, des entrepreneurs à temps plein. Alors, ils peuvent être en micro-entreprise ou ils peuvent avoir des salariés, mais globalement, effectivement, oui, il y en a à peu près 1 sur 2 qui gagne moins d'un SMIC pour à peu près 50 heures, grosso modo, de travail hebdomadaire. Et ce chiffre-là, malheureusement, il ne baisse pas. Juste avant de nous quitter, frein sur l'emploi aussi dans les prévisions de 2026, parce que ce sont des TPE, mais certaines ont des salariés et les embauchent. Là, vous dites danger sur l'emploi. Si on essaie de donner aujourd'hui des perspectives sur 2026, ce qu'on sait, c'est pour 82% de nos dirigeants, ils nous expliquent qu'ils ne vont pas recruter. Tout simplement, il n'y aura pas de recrutement, ils ne le prévoient pas. Coup de froid. Et il y en a même qui nous expliquent que sur le premier semestre, à peu près 21%, eux aussi vont continuer à alimenter les cessations volontaires d'activité. Donc effectivement, il y a un vrai marasme aujourd'hui, il y a une vraie rupture économique, en fait, c'est comme ça qu'on a appelé le baromètre, sur les entreprises de proximité. Baromètre important, édifiant, à découvrir sur le site du SDI, Tout à fait. avec toutes les études, évidemment, maintenant, qui sont sur le site, qui sont des études extrêmement précises. Merci à vous, cher Marc Sanchez, d'être venu nous rendre visite. Vous êtes le président du SDI, le syndicat des indépendants. Merci pour cet éclairage précis. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui réagissent, nous suivent et apprécient Smart Job. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Paul au son aujourd'hui. Et merci à Charles à la réalisation. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.